Un avion de transport militaire russe atterrit à Ouagadougou dans l'obscurité totale. À son bord, pas de troupes destinées au front. Une seule mission, maintenir un homme en vie. Ibrahim Traoré, 36 ans, président arrivé au pouvoir il y a moins de 2 ans, gouverne désormais sous une réalité brutale. Il ne peut pas faire confiance à sa propre armée, il ne peut pas sécuriser sa capitale et quelque part dans l'ombre, des réseaux locaux et étrangers préparent sa chute. Ce moment n'a plus rien d'idéologique, il n'est plus question de révolution ni même de souveraineté proclamée, il s'agit de survie et au Burkina Faso, survivre signifie aujourd'hui dépendre de la protection russe. Le déploiement de ces forces n'est pas un épisode isolé. Il révèle l'effondrement total de la confiance institutionnelle au sein de l'appareil sécuritaire burkinabé. Il expose la rupture des alliances traditionnelles qui structuraient l'Afrique de l'Ouest. Et il confirme l'ascension de la Russie comme garant de dernier recours pour des régimes assiégés dans le Sahel. Ce qui avait commencé comme un coup d'État en septembre 2022 s'est transformé en une spirale continue de complots, de tentatives d'assassinat et d'ingérence externe. L'État n'est plus un arbitre, il est devenu un champ de bataille. Le fait que Traoré doive confier sa sécurité personnelle à des opérateurs étranger n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un symptôme systémique, un avertissement. Quand un chef d'État ne peut plus dormir sans protection étrangère, la gouvernance cesse d'être nationale. Quand la loyauté des forces armées devient incertaine, la souveraineté devient théorique. Et quand la survie du pouvoir repose sur des acteurs extérieurs, l'avenir du pays se négocie ailleurs. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme encerclé, c'est le prélude d'un basculement régional où le pouvoir ne se gagne plus par les urnes ni par les institutions, mais par la violence, la peur et le parrainage étranger. Et ce basculement ne fait que commencer. Traoré n'est pas arrivé au pouvoir par accident. Il est le produit direct d'un État qui s'effondrait déjà. Avant lui, le Burkina Faso était devenu un territoire fragmenté. Des zones entières échappaient au contrôle de l'armée. Des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique imposaient leurs lois. Des villages étaient rayés de la carte. Des centaines de milliers de civils fuyaient pendant que l'État regardait ailleurs. Le précédent régime avait promis la sécurité. Il a livré l'impuissance. Et cette impuissance a nourri la colère quand Traoré renverse Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même auteur d'un coup quelques mois plus tôt. Il capte une attente massive, faire ce que les autres ont échoué à faire, rétablir l'ordre, briser le cycle de la soumission, rompre avec les partenaires étrangers perçus comme inefficaces, voire toxiques. Son discours est simple, presque brut. La France a échoué, la sécurité ne viendra pas de ceux qui parlent de stabilité, mais tolèrent le chaos. Le Burkina Faso doit reprendre le contrôle. Mais déclarer la rupture est une chose, consolider le pouvoir en est une autre. Très vite, les premières fissures apparaissent à l'intérieur même de l'armée, des officiers marginalisés, des réseaux restés fidèles aux anciens équilibres, des soldats qui doutent de la stratégie, des alliances, de la légitimité. Dans un pays où les coups d'État sont devenus une mécanique politique, personne n'ignore la règle implicite, ceux qui vous portent peuvent aussi vous éliminer. Traoré le sait, il gouverne avec cette certitude, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est la vitesse. Les tentatives de déstabilisation ne tardent pas, elles ne ressemblent pas à des mutineries improvisées, elles sont structurées, financées, coordonnées. Des enquêtes internes révèlent des réseaux mêlant officiers en service, généraux à la retraite, civils influents et intermédiaires discrets. Ces opérations disposent d'armes, de cash, de moyens de communication sécurisés. Ce ne sont pas des colères spontanées. Ce sont des projets. À ce stade, le pouvoir cesse d'être une fonction, il devient une cible. Et plus Traoré tente d'imposer une rupture stratégique, plus il accélère la réaction de ceux qui ont tout à perdre si cette rupture devient irréversible. La crise n'est plus politique, elle est existentielle. La tentative de coup la plus grave n'était pas symbolique, elle était programmée, datée, prévue pour avril 2025. Ce détail change tout, on ne planifie pas une opération de cette ampleur sans garantie, sans promesse, sans assurance que si le pouvoir tombe, quelqu'un est prêt à ramasser les morceaux. L'enquête révèle une coalition interne, des officiers encore en poste, d'anciens généraux, des civils disposant de relais logistiques. Mais surtout, elle révèle autre chose.
Une confiance anormale dans l'issue. Cette confiance ne vient pas du courage, elle vient de l'anticipation. Le complot est démantelé de justesse à arrestation, interrogatoire. Et au fil des aveux, une ligne apparaît clairement. Ce n'était pas une guerre interne, c'était une bataille par procuration. Des acteurs extérieurs étaient impliqués, pas par idéologie, pas par solidarité régionale, par intérêt. Le Burkina Faso n'est pas seulement instable, il est stratégique. Sous son sol, or manganèse et des gisements de terres rares de plus en plus convoités. Celui qui contrôle Ouagadougou ne contrôle pas seulement un gouvernement, il contrôle l'accès, les concessions, les flux de revenus capables de financer un régime ou d'armer une insurrection. Dans ce contexte, Traoré cesse d'être un président, il devient un verrou. Et les verrous, surtout quand ils sont fragiles, attire les tentatives de forçage. Les révélations issues des interrogatoires sont troublantes. Les conspirateurs n'agissaient pas dans le vide, ils anticipaient un soutien, une reconnaissance, un réalignement rapide après la chute. Ce n'est plus une question de loyauté militaire, c'est une reconfiguration de pouvoir. À partir de là, une ligne est franchie. La sécurité du président ne peut plus être assurée par les structures nationales. Non parce qu'elles sont incompétentes, mais parce qu'elles sont infiltrées. Quand l'appareil sécuritaire devient perméable, la menace n'est plus visible. Elle est diffuse, silencieuse, permanente. Chaque officier peut être un allié ou un éclaireur. Chaque déplacement devient un risque. Chaque nuit, une variable. C'est à ce moment précis que l'option russe cesse d'être idéologique. Elle devient opérationnelle. Pas comme une alliance, comme une assurance vie, car une fois que l'État ne peut plus garantir la survie de son propre chef, une vérité s'impose. La souveraineté n'est plus un principe, c'est une négociation. Et cette négociation se fait toujours en position de faiblesse. La dimension la plus explosive de cette crise n'est pas interne, elle est régionale. Les derniers renseignements font apparaître un acteur que beaucoup préféraient ne pas nommer. Des éléments liés au Togo, ce détail n'est pas secondaire, il redéfinit l'équation. Le Togo n'est pas un État en rupture, c'est un régime verrouillé, gouverné par la famille Gnassingbé depuis 1967, maintenu par une armée loyale et des partenariats occidentaux solides, notamment avec la France. Dans un Sahel instable, Lomé représente l'ordre autoritaire stable. Son implication, même indirecte, dans une tentative de renversement à Ouagadougou suggère une peur stratégique ou une opportunité, la peur que l'exemple burkinabé, rupture avec Paris, rejet de l'ordre postcolonial, militarisation assumée du pouvoir ne devienne contagieux, ou l'opportunité d'installer à Ouagadougou un leadership plus prévisible, plus aligné, plus contrôlable. Dans les deux cas, le message est clair, le Burkina Faso n'est plus seulement observé, il est ciblé. À partir de là, le scénario change d'échelle. Si Traoré tombe, le pays ne bascule pas simplement dans un autre coup d'État. Il risque la fragmentation, des factions militaires rivales, chacune soutenue par des parrains différents. Une guerre de l'ombre où la loyauté s'achète et où les frontières deviennent poreuses. S'il survit mais reste faible, il devient dépendant, protégé mais contraint, souverain en discours mais sous tutelle dans les faits. Et s'il consolide son pouvoir avec l'appui russe, l'équilibre géopolitique de l'Afrique de l'Ouest se déplace, pas progressivement, brutalement. Ce déplacement inquiète les voisins, il inquiète Paris, il inquiète ceux qui ont bâti leur stabilité sur la continuité de l'ancien ordre. À ce stade, la présence russe n'est plus une mesure de sécurité, c'est un signal envoyé aux comploteurs. Le coût du renversement a augmenté, un signal envoyé aux voisins, toute intervention aura un prix. Un signal envoyé à l'Occident, l'espace d'influence se referme. Mais chaque signal produit une réaction. Plus la protection se durcit, plus les oppositions se radicalisent, plus le régime se ferme, plus les pressions extérieures s'intensifient. Le Burkina Faso entre alors dans une zone grise, ni guerre ouverte, ni paix réelle, un espace où la survie du pouvoir dépend moins du consentement que de la dissuasion et où chaque acteur régional commence à calculer non pas ce qui est juste, mais ce qui est rentable. C'est ici que le calcul russe devient lisible, pas moral, pas idéologique, strictement stratégique. Moscou ne déploie pas des forces spéciales au Burkina Faso par solidarité panafricaine. Elle investit dans un point de rupture, un régime fragile, un territoire riche, un État en quête de protecteurs. La logique est simple, offrir ce que personne d'autre n'offre plus. La survie immédiate
En échange, la Russie ne demande pas des réformes, elle ne demande pas de transparence, elle demande l'accès, l'alignement, la loyauté quand cela compte. Ce modèle n'est pas nouveau, il a déjà été testé au Mali, en Centrafrique, partout où l'État est trop faible pour imposer son autorité seul. Les opérateurs russes ne sont pas de simples gardes du corps, ils structurent un système, partage de renseignements, surveillance, contre-espionnage, neutralisation préventive. Le message est brutal mais clair, les complots ne seront plus seulement réprimés, ils seront anticipés. Cette présence élève le coût de la trahison, mais elle redéfinit aussi la dépendance. Chaque couche de protection réduit l'autonomie du pouvoir. Chaque conseiller étranger intégré au dispositif sécuritaire gagne un levier. Chaque concession accordée en échange de la protection lie davantage l'avenir du pays à un parrain externe. Ce n'est pas une alliance entre égaux, c'est une transaction asymétrique. Traoré ne choisit pas la Russie parce qu'elle représente un avenir désirable. Il l'a choisie parce que les autres options ont disparu. La France est devenue politiquement intenable. Son discours sécuritaire n'a pas arrêté la violence. Sa présence militaire est perçue comme une survivance coloniale. Son départ n'a pas créé la stabilité, mais son maintien aurait rendu le régime illégitime. Les États-Unis regardent ailleurs. Les puissances régionales sont absorbées par leur propre crise. Les institutions africaines n'ont ni les moyens ni l'unité pour intervenir. Dans ce vide, la Russie avance sans condition morale. Elle accepte le chaos comme environnement opérationnel. Elle transforme l'instabilité en opportunité. Mais cette protection a un prix caché. Un pouvoir sécurisé par des forces étrangères gouverne dans la méfiance. Il purge, il surveille, il réprime pour prévenir. La légitimité populaire devient secondaire face à la loyauté sécuritaire et la souveraineté, autrefois brandie comme promesse, devient une variable négociable. Quand la survie du régime dépend d'un acteur extérieur, chaque décision stratégique doit être compatible avec ses intérêts. À long terme, ce n'est plus l'État qui choisit sa trajectoire, c'est le protecteur qui la balise. Le paradoxe est cruel. Pour se libérer d'une dépendance jugée insupportable, le Burkina Faso en construit une autre, plus discrète, mais plus contraignante. Et une fois ce seuil franchi, revenir en arrière n'est plus une option. La question centrale n'est plus de savoir si cette stratégie fonctionne. À court terme, elle fonctionne. Traoré est en vie. Les complots sont démantelés plus tôt, la peur change de camp. Mais l'efficacité immédiate masque une dérive plus profonde. Un régime qui survit grâce à une protection étrangère ne gouverne pas dans la confiance, il gouverne dans l'anticipation permanente de la menace. Chaque silence devient suspect, chaque divergence potentiellement fatale. La logique sécuritaire absorbe tout, la politique se rétracte, la gouvernance devient secondaire face à l'obsession de la survie. Dans ce contexte, la population n'est plus un acteur. Elle devient un facteur de risque. Les zones rurales restent exposées aux groupes armés. Les civils continuent de fuir. Les services publics s'effondrent lentement, sans bruit médiatique. La protection du sommet ne se traduit pas par la protection de la base. C'est là que la contradiction devient dangereuse. Un pouvoir qui se présente comme libérateur, mais qui dépend d'une force extérieure pour exister, perd progressivement son ancrage. Il contrôle, il ne convainc plus. La Russie n'intervient pas pour résoudre cette contradiction, elle l'exploite. Son modèle ne vise pas la stabilisation structurelle, il vise la continuité du régime tant que celui-ci reste utile. Les causes profondes, pauvreté, fracture sociale, insécurité chronique, ne sont pas traitées. Elles sont contenues, parfois brutalement, parfois temporairement. Quand X est accepté, la protection étrangère comme norme y devient inévitable, la militarisation permanente du pouvoir, et une fois que cette militarisation s'installe, le retour à un ordre civil crédible devient presque impossible. Le régime entre alors dans une temporalité fermée, il ne planifie plus l'avenir, il gère l'urgence. Chaque année devient un test de survie, chaque crise une justification supplémentaire pour durcir le contrôle, chaque critique une menace potentielle à neutraliser. À ce stade, la question n'est plus seulement qui protège le président, la question devient qui protège l'État quand le pouvoir se confond avec sa propre sécurité, car un État qui ne repose plus sur des institutions, mais sur des dispositifs coercitifs externalisés cesse d'être résilient, il devient dépendant, fragile,
remplaçable. Et dans ce type d'architecture, la chute ne vient pas toujours d'un coup d'État, elle vient de l'épuisement. À ce point, 3 trajectoires se dessinent, aucune n'est sans coup. Première trajectoire, la consolidation. Traoré survit, neutralise durablement les complots, verrouille l'appareil sécuritaire avec l'appui russe. Le régime gagne en contrôle, il perd en légitimité. La stabilité devient verticale, imposée, silencieuse. Dans ce scénario, le Burkina Faso cesse d'être un espace politique ouvert, il devient un maillon fonctionnel dans une architecture d'influence. Les ressources circulent, les contrats se signent, la population s'adapte sans jamais réellement adhérer. Deuxième trajectoire, l'usure. Le président reste en place, mais la pression ne retombe jamais. Les complots échouent, mais se multiplient. La répression s'intensifie, l'économie s'asphyxie. La protection étrangère devient permanente, mais insuffisante pour créer un ordre durable. Le régime survit sans gouverner réellement, un État suspendu. Troisième trajectoire, la rupture, un effondrement soudain, une fracture interne que même l'appui extérieur ne peut contenir, une recomposition violente du pouvoir avec des acteurs régionaux et internationaux prêts à intervenir. Dans ce cas, le Burkina Faso ne tombe pas seul, il entraîne avec lui une partie du Sahel déjà fragilisée par les insurrections, les coups d'État et la rivalité des puissances. Ce qui rend ces scénarios particulièrement inquiétants, ce n'est pas leur improbabilité, c'est leur compatibilité avec la dynamique actuelle, le silence international, la fragmentation régionale, la normalisation de la violence comme outil politique. Quand l'exception devient la règle, les conséquences ne choquent plus. Elle s'installe. Le cas burkinabé n'est pas isolé. Il préfigure un modèle où la survie des régimes prime sur la construction des États, où les partenaires extérieurs ne stabilisent pas, mais verrouillent, où la souveraineté se mesure à la capacité de négocier sa propre dépendance. Traoré n'est plus le centre du récit, il en est le symptôme. Ce qui se joue dépasse un homme. C'est une transformation silencieuse des règles du pouvoir en Afrique de l'Ouest et une question sans réponse immédiate. Combien de temps un système peut-il tenir quand il ne produit ni sécurité réelle, ni légitimité partagée ? Ce qui se déroule au Burkina Faso n'est pas une anomalie, c'est un avertissement. Quand un État ne peut plus protéger son propre dirigeant, il ne protège plus ses citoyens. Quand la survie du pouvoir dépend d'acteurs extérieurs, la souveraineté cesse d'être un fait. Elle devient un récit. La présence russe à Ouagadougou ne garantit ni la paix ni la reconstruction. Elle garantit une chose, le maintien d'un ordre basé sur la coercition plutôt que sur le consentement. Si ce modèle est accepté, il se reproduira. D'autres régimes y verront une solution, d'autres populations en paieront le prix. Si ce modèle est rejeté, le vide sécuritaire réapparaît immédiatement avec son cortège de violence, de coups d'État et d'ingérence. L'alternative n'est pas claire, elle est coûteuse et si le silence continue, il devient complice. Il normalise un monde où la stabilité est achetée, où la violence est gérée, où l'avenir est hypothéqué. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour qui dépasse ses frontières. Ce qui s'y joue concerne l'ensemble du Sahel et au-delà, la manière dont le pouvoir sera exercé là où les institutions ont cessé de fonctionner. Ce récit ne propose pas de solution, il pose une pression sur les dirigeants qui confondent survie et gouvernance, une pression sur les partenaires étrangers qui parlent de principes mais agissent par intérêt, une pression sur ceux qui observent sans choisir, car une fois que la dépendance devient la norme, l'autonomie cesse d'être une option. La question n'est donc pas de savoir qui protège Ibrahim Traoré aujourd'hui, la question est de savoir quel type d'ordre politique est en train de s'installer et combien de temps il pourra tenir avant de produire sa propre destruction. Ce n'est pas une fin, c'est une ligne de fracture, à chacun de décider s'il la traverse, s'il la conteste ou s'il accepte d'y vivre.